Vous parlez de différenciation à l'instant, elle s'est faite aussi parce que cette décentralisation espagnole a eu finalement plusieurs vitesses. Vous le disiez tout à l'heure, certaines régions ne voulaient pas finalement de cette autonomie et donc on marchait un peu moins vite que d'autres qui voulaient conquérir plus d'autonomie, plus de droits. Une fois que le café, comme avait dit Adolfo Suárez, a été distribué à tout le monde a voulu en profiter. L'un des problèmes d'ailleurs, quand la situation économique est bonne, donc l'Espagne a connu des phases de croissance dont on peut discuter le contenu, mais des phases de croissance à 3,5%, 4%, 4,5% pendant quelques années. Donc, la bonne ou la mauvaise gestion est masquée par ces phénomènes de croissance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on fait attention à ce qu'on dépense, à ce qu'on gagne. Et c'est vrai que dans la concurrence, cette création de 17 régions autonomes a créé une espèce de concurrence entre les régions, une espèce de course à l'investissement visible pour gagner les élections, et il y a eu dans ces régions, beaucoup d'éléphants blancs. Donc des aéroports sans avion, on va y revenir aussi. Des centres culturels comme le musée Guggenheim au Pays Basque a été un véritable succès qui a attiré beaucoup de monde au Pays Basque. Donc toutes les régions ont voulu faire le leur, et il y a une des dernières catastrophes de ce niveau-là. Je crois que c'est à Avilés, il y a un centre culturel dessiné, créé par Oscar Niemeyer, qui est l'architecte brésilien qui vient de mourir et qui a été fermé au mois de septembre l'année dernière parce que il n'y a plus l'argent pour faire fonctionner ce genre d'institution. Donc la crise est passée par là. Donc je veux dire, la crise a secoué le cocotier et a mis le doigt là où ça fait mal. Donc avec cette crise, les régions en grande difficulté financière ne peuvent plus faire face à leurs besoins qui sont immenses. On l'a bien compris. Sur l'impact concret de cette crise des régions, sur le quotidien des Espagnols, nous avons interrogé Nassima Baron, elle est universitaire et spécialiste de l'Espagne. On l'écoute. Il faut savoir qu'en Espagne, les communautés autonomes, elles emploient 2/3 des fonctionnaires. Quand on parle de la santé, des hôpitaux, lorsqu'on parle de l'éducation, de l'école, des lycées, quand on parle des services sociaux, des aides à l'emploi, tout ça, c'est les régions, c'est des services mis en place par les communautés autonomes depuis l'avènement de la démocratie en 78. Très concrètement, pour un Espagnol, les centres de santé, la cantine scolaire, payer les livres d'école, c'est les régions qui font tout ça. Les régions sont amenées à faire des efforts d'austérité très lourds. Ces régions se plaignent de faire plus d'efforts que l'État central, et puis les unes entre les autres, elles disent qu'elles ont une injuste répartition des charges d'austérité. C'est la Catalogne qui dit « moi je suis plus vertueuse que ma voisine, par exemple Valence ou l'Andalousie ». Il y avait quand même un problème de fond depuis très longtemps en Espagne, c'est que l'État n'avait pas accès en totalité aux comptes des autres collectivités. Une loi sur la transparence a été mise en place au début de l'année 2012 et petit à petit, l'opacité du système de financement des collectivités, auquel même le ministère des Finances de Madrid n'avait pas accès, est en train de se lever. Et on voit donc, puisque cette opacité se lève, qu'il y a des dettes qui étaient occultes, qui n'apparaissaient pas dans les comptes annuels, qui se mettent à apparaître parce que les collectivités sont tellement, on va dire, aux abois, qu'elles demandent à l'État de les aider à payer un certain nombre de leurs factures. Je pense par exemple aux factures de santé, aux pharmaciens, par exemple, qui sont remboursés par l'État parce que les régions ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et assumer leurs propres compétences. Alors des régions incapables d'assurer leurs propres compétences, on comprend mieux pourquoi. On parlait tout à l'heure du chiffre de 80% des Espagnols qui veulent aujourd'hui une réforme du système. Paco Soto. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, 80% des Espagnols, c'est beaucoup, c'est l'immense majorité. Et je pense que c'est normal que les citoyens espagnols, ou une immense majorité de citoyens espagnols, se posent la question est-ce que l'état des autonomies actuelles a une viabilité? Je pense qu'économiquement, la viabilité est questionnable. Et on le voit par rapport aux excès qui se sont commis, par rapport à la corruption, par rapport, enfin, à toute une série de problèmes qui nous obligent à nous questionner sur ce qui doit être réformé,
tout simplement pour donner plus de viabilité, non seulement économique, mais aussi sociale et politique à l'état des autonomies. Et moi, j'espère que de cette crise économique, institutionnelle, politique et sociale puisse exister un débat rationnel. Je veux dire, j'insiste sur ce concept de débat rationnel pour voir de quelle façon on peut sortir de cette impasse dans laquelle on est actuellement, quoi. Impasse qui est économique, mais qui n'est pas qu'économique, qui est aussi politique, non? Parce qu'on parle effectivement des erreurs, des excès, des aéroports qui ne fonctionnent pas, comme celui de Castellón ou de Ciudad Real. L'histoire du musée dans les Asturies aussi, dont notre ami a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais il y a aussi des aspects plus politiques, politiques et sociaux, qui moi me chagrinent ou m'inquiètent. Par exemple, le fait que en Espagne en général, on n'étudie pas la même histoire partout. Je veux dire, au Pays Basque, en Catalogne, on n'étudie pas la même histoire qu'on étudie dans la communauté de Castilla et Léon ou dans la communauté d'Andalousie. Le mot Espagne a été pratiquement, je ne dirais pas interdit, mais a disparu des manuels scolaires dans certaines communautés autonomes. Alors je veux dire, ça échappe à tout type de rationalité, même de rationalité basique. Et alors, faut-il savoir si ça c'est viable ou c'est pas viable? À mon avis, non. Il faut essayer de réformer tout ce système et de lui donner, j'insiste une fois de plus, un peu plus de rationalité, je dirais même de rationalité démocratique. Rassurez-nous, Jean-Jacques Kouriansky, on n'enseigne pas l'histoire de manière contradictoire d'une région à une autre. Pratiquement. En fait, j'ai fait une petite expérience, je vais raconter une anecdote. J'étais à Madrid, je suis allé dans une librairie scolaire et j'ai demandé tout bêtement un livre d'histoire d'Espagne, de collège, et un livre de ce qu'on appelle, en France, l'éducation civique, les estudios sociales en Espagne. J'ai apparemment posé une question rouge. La vendeuse m'a ouvert des grands yeux comme des sous-tasses et elle m'a dit je vais voir le chef de rayon. Et puis le chef de rayon est allé voir quelqu'un d'autre. Elle m'a dit mais je sais pas, on ne trouve pas. Je lui ai dit j'ai le temps. Je lui ai dit je vais rester continuer à chercher. Et au bout d'un quart d'heure, on m'a apporté un livre écrit en galicien. M'a dit voilà ce qui peut correspondre à ce que vous cherchez, une histoire écrite pour les collégiens de Galice. Alors j'ai pris ce livre en galicien qui avait une composition assez particulière. Il y avait un chapitre le XVIe siècle en Galice. Chapitre 2, le XVIe siècle en Espagne. Chapitre 3, le XVIIe siècle en Galice, le XVIIe siècle en Espagne. Donc il y avait une espèce de feuilleté tout à fait artificielle, mais qui devait transmettre aux élèves le fait que la Galice était aussi importante que dans chaque période pour l'Espagne. Alors d'autre part, l'éducation civique a été un enjeu électoral et politique difficile à comprendre quand on n'est pas espagnol. Le Parti populaire s'est opposé à la création d'un enseignement d'éducation institutionnelle et civique, ce qui paraît quand même assez élémentaire dans la plupart des pays du monde, notamment en Amérique latine où je vais assez souvent. Je me procure aussi des livres d'école, d'études sociales pour voir comment on enseigne l'histoire et l'éducation civique. Et le Parti populaire a considéré que cette loi qui est effectivement proposée par les socialistes était une façon de faire de la propagande. Et la loi ayant été adoptée, dans la région de Valence, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Le président du gouvernement, qui était du Parti populaire, a dit on va appliquer la loi, mais les professeurs qui seront chargés d'enseigner l'éducation civique aux élèves de Valence le feront en anglais. Alors évidemment, il n'y avait pas de professeur d'éducation civique ou sociale capable de parler de l'Espagne en anglais, et encore moins d'Emmanuel. Donc, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, effectivement, avec l'hymne national dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre la complexité de ce débat national. Sur la fiscalité, je voudrais dire un petit mot quand même. Il y a des régions qui sont satisfaites. Ce sont les régions qui ont récupéré avec la nouvelle constitution en 1978 un système qui existait au XIXe siècle, qui est celui, ce qu'on appelle le concierto económico, c'est-à-dire la négociation par des provinces, les provinces basques et la Navarre, avec l'État central de ce qu'elles vont lui reverser.
Et l'impôt n'est plus levé par l'État, mais par des fonctionnaires de ces communautés autonomes. C'est-à-dire la complexité du système des communautés autonomes. Et en Catalogne, le débat d'aujourd'hui a un fond fiscal. C'est-à-dire que pour gagner les élections, pour assurer son pouvoir, le gouvernement actuel nationaliste de Convergence et Union a essayé de renégocier un pacte fiscal avec Madrid, avec la capitale. Ça n'a pas marché, et à partir de ce moment-là, donc, il a viré l'offre pour l'offre, puisque Madrid ne veut pas payer, on va essayer de récupérer notre argent en suivant une voie qui nous conduirait vers l'indépendance. Vous parliez tous les deux de rationalité quand on entend ce que vous dites, un enseignement qui peut aller jusqu'à la langue anglaise. On est là en plein dans l'irrationnel. Vous avez vécu, votre génération a vécu on a du mal à les qualifier. C'est cet enseignement qui paraît, du point de vue d'une culture française, assez surréaliste. Non, moi cet enseignement, non, vu l'âge que j'ai, non, mais j'ai vécu 25 ans de ma vie, c'est-à-dire la moitié de ma vie pratiquement en Catalogne. J'ai été journaliste, ça fait 25 ans que je suis journaliste, 24-25 ans, 16-17 ans en Catalogne. Et en tant que journaliste espagnol ou journaliste catalan et espagnol, peu importe, je me suis trouvé dans des situations où quand tu écrivais une chronique politique et tu utilisais le mot Espagne, dans certains médias, on te disait non, Espagne non, il faut mettre État espagnol, parce que l'Espagne n'existe pas. Comment que l'Espagne ? Non, l'Espagne n'existe pas. L'Espagne, c'est une... Es una entelequia, je ne sais pas comment le traduire en français, c'est quelque chose de flou, c'est bon. Et l'Espagne, c'est un État constitué de différentes nations. Et un État de fait. Voilà, alors tu poses la question, mais où est la nation ? Où est la nation espagnole ? Non, il n'y a pas de nation espagnole, il y a la Castille, peut-être durant le Moyen-Âge, mais bon, je veux dire, c'est fini ça. Et puis tu arrives à des situations vraiment, j'allais dire, ridicules, où dans certains médias, notamment des médias très nationalistes catalans, lorsqu'on parle de l'équipe nationale de football espagnole, on parle de l'equipo estatal. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire l'équipe statale ? Imagine-toi un Marocain ou un Français qui débarque en Espagne, qui ne connaît pas trop l'espagnol, qui prend un journal et qui dit alors l'équipe est statale. Mais c'est quoi ? De quoi il parle ? De qui il parle ? Non, mais il parle effectivement de l'équipe espagnole de football pour l'Eurocoupe ou enfin un truc comme ça. Alors bon, je ne sais pas, c'est ubuesque, c'est ridicule. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement ridicule. Après, ça a des répercussions dans la vie sociale des gens, qui sont vraiment compliqués. Et dans le cas de la Catalogne, que je connais tout de même mieux que d'autres régions, écoutez, la Catalogne, c'est un petit pays, une communauté, appelons-le comme on voudra, qui a 7,5 millions d'habitants. De ces 7,5 millions, 1 million sont des étrangers. Des étrangers hors d'Espagne, je veux dire, des Latino-Américains, des Nord-Africains, des Africains noirs, des Asiatiques. C'est beaucoup, 1 million, ça fait à peu près 16% de la population. Mais parmi le reste des Catalans, entre guillemets, autochtones, pratiquement 60-70% viennent d'autres régions d'Espagne. Si la Catalogne n'avait pas connu, à partir du XIXe siècle, la grande vague d'émigration d'autres régions espagnoles, la Catalogne aurait plus ou moins 2,5 millions d'habitants actuellement, 3 millions maximum. Alors de quoi on parle ? On parle d'une réalité, je veux dire, d'une entité non historique qui existe pratiquement depuis le néolithique, ou depuis 1000 ans. Moi, ça m'insurge quand on me dit la Catalogne existe depuis 1000 ans. La langue catalane existe depuis 1000 ans, c'est vrai. Mais une langue, ce n'est pas un élément suffisant pour parler de nation. C'est-à-dire, d'abord parce que les nations modernes existent depuis le XVIIIe, XIXe siècle, pas avant. Je ne suis pas historien, mais je crois que c'est quelque chose de basique. Alors bon, dans la vie de tous les jours, ça crée, à l'époque, disons, avant la crise économique, la crise politique, la crise institutionnelle, ça crée des petites tensions, sans plus. Mais plus ou moins, la société, majoritairement, sauf quelques extrémistes d'un bord ou de l'autre, la société, continue à vivre. En plus. Mais maintenant, dans un moment de crise, dans un moment de crispation, dans un moment où les gens ont peur, pas du futur, de ce qui va se passer demain, peur pour eux, peur pour leurs enfants, eh bien tout est permis. Alors, et quand je dis que tout est permis, d'abord on raconte très souvent n'importe quoi, et deuxièmement, moi je crains que ça puisse, j'espère que non, mais je crains que ça puisse déboucher sur des populismes xénophobes qui rejettent l'autre parce qu'il est différent. Et dans le cas catalan, ils vont rejeter peut-être le noir ou peut-être l'arabe ou peut-être le latino-américain, mais aussi celui qui soi-disant est émigré andalou, alors que parler d'émigré andalou à un type qui est venu à 40 ou 50 ans en Catalogne, que ses enfants sont nés en Catalogne et qui sont catalans,
disons, c'est douteux, quoi. Et bon, alors comme je disais, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment, dans le meilleur des cas, c'est embêtant. Dans le pire des cas, c'est beaucoup plus qu'embêtant. Ça pourrait aussi se traduire, Jean-Jacques Kourlianski, par finalement un rejet de la classe politique. On a eu justement quelques mouvements de manifestation ces derniers mois en Espagne qui s'illustrent un petit peu dans ce tous pourris, on veut un autre monde. Et quand vous parliez tout à l'heure des éléphants blancs ou de ces aéroports construits à coût de centaines de millions d'euros, parfois à moins d'une heure de la capitale et qui n'ont pas vu un seul avion décoller, il y a une certaine légitimité à entendre une jeunesse, pourquoi pas, à interroger cette classe politique en disant mais vous êtes responsable de cette gabegie, de cette mauvaise gestion-là. Oui, alors le phénomène des indignés, les livres de Stéphane Hessel ont été traduits, tous ces livres ont été traduits en espagnol, etc. Bon, mais quelle est la conséquence électorale quand on regarde les sondages, les derniers sondages? Le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a un décrochage parallèle des deux grands partis. Le Parti populaire qui est actuellement au pouvoir et le Parti socialiste qui a été au pouvoir jusqu'en 2011. Et une montée ce qui étaient des petits partis jusqu'ici, donc la gauche unie, le Parti communiste, et puis UPyD, une scission des socialistes, et dans les régions périphériques, donc Catalogne et Pays Basque, une montée des courants les plus radicalisés, disons, la gauche républicaine, qui est un parti indépendantiste de gauche en Catalogne, et au Pays Basque, la montée en puissance disons que, bon, appelons-le d'après le nom qu'il s'est donné il y a quelques jours, du parti Sortu, donc la mouvance qui se reconnaît dans les thèses de Théa, mais qui est contre l'utilisation de méthodes violentes. Donc effectivement, on assiste. Alors si la crise se poursuit, on pourrait assister à une recomposition de la carte politique électorale en Espagne sur ces bases-là. Donc dans les pays, dans les régions de langue castillane, une montée en puissance de ce qu'étaient les petits partis jusqu'ici, et dans les régions périphériques, la montée en puissance de forces radicales de gauche, mais surtout nationalistes. Vous avez évoqué le Pays Basque, Jean-Jacques Kourlianski. Où en est-on aujourd'hui, Paco Soto, de cette région qui a, je crois, le plus de pouvoir en matière d'autonomie? C'est une région, j'allais dire indépendante, non pas indépendante, mais presque semi-indépendante. Ils ont une police, ils ont un parlement, bon, d'autres régions aussi, bien sûr. Ils ont un gouvernement, mais aussi, ils ont aussi une fiscalité propre, ce qui est propre, si vous me permettez l'expression, au Pays Basque, mais aussi à la Navarre. La Navarre qui est la petite région très dynamique, très riche, dont on parle moins, parce que politiquement elle n'est pas aussi conflictive, mais qui est juste à côté du Pays Basque. Et bon, ça c'est une autre particularité de cette communauté autonome basque. Bon, la fiscalité, ça vient aussi il y a des raisons historiques, ça vient du 19e siècle. Des fameux fueros qu'on appelait, bon, et qui après est devenu le concierto économique actuel, enfin plus ou moins modernisé. Et d'un point de vue politique, je pense que les nationalistes qui ont regagné le pouvoir, après être restés 4 ans dans l'opposition, les socialistes ont gouverné durant 4 ans d'une façon quelque peu particulière, puisqu'ils avaient un appui politique du Parti populaire au Pays Basque. C'est-à-dire ils étaient ennemis, non pas adversaires, ennemis à Madrid, mais amis politiques au Pays Basque, ce qui peut être difficile à comprendre, non seulement pour un étranger, mais même pour beaucoup d'Espagnols et même pour certains Basques. Bon, il était évident qu'ils allaient perdre les élections pour toute une série de raisons, aussi bien internes basques que nationales espagnoles. Les nationalistes sont revenus au pouvoir, le Parti nationaliste basque. Je pense que le Parti nationaliste basque est conscient des erreurs qui avaient été commises, ou du moins d'une stratégie qui n'a pas fonctionné à l'époque où il gouvernait, à l'époque du Lehendakari, c'est-à-dire du président Ibarretxe. Ils voient, je pense, ils observent ce qui se passe en Catalogne, où Artur Mas, l'actuel président catalan, joue le tout pour le tout. Je veux dire, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est sa fin politique. Bon, et je pense que les nationalistes basques qui gouvernent, pour le moment, sont, je ne dirais pas plus modérés, mais disons, ils sont un peu, on dirait en espagnol, à l'expectativa. Ils attendent un petit peu. Et je pense de toute façon que socialement, la réalité basque est moins complexe que la réalité catalane. Si vous me permettez l'expression, l'espagnolisme est beaucoup plus ancré au Pays Basque qu'en Catalogne.